Bon, bien, ben bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Lean Engineering, une technique qui est ancienne mais extrêmement efficace. Donc Denis, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Lean Engineering? Ah, tu as coupé ton micro, Denis. Ok. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de performance d'ingénierie et on va évoquer les leviers du Lean Engineering. Bon, je vais mener quelques points au pas de course. Bon, j'aurai pas le temps de me présenter, je me réfère à LinkedIn ou autre et je pourrai après continuer si nécessaire, entrer en contact. Actuellement, j'ai fait un petit constat rapide. Il y a des menaces qui pèsent sur l'ingénierie produit des PMI françaises. Il y a les compétences, il y a plein d'ingénieurs qui manquent. Il y a 45 des ETI industriels qui ne font pas vraiment la transfo numérique, qui restent au stade exploratoire. Il y a de la pression économique, réglementation, c'est pas la peine de vous faire un dessin, elle est très forte dans tous les domaines. Et il y a pas mal d'écart entre les digital champions, là, ceux qui tirent bien parti du digital par rapport aux autres. Si on peut regarder ça d'autres façons, moi, traditionnellement, je montrais la complexité du développement des produits pour les PMI qui ont des produits dont ils doivent faire la R&D, la production. On connaissait bien sûr le triptyque coût, délai, qualité, ce qui donne la complexité produit, mais on a maintenant aussi la complexité du contexte avec la diversité, c'est-à-dire répondre à plus de marchés avec plus d'options et de variantes. Le contexte réglementaire qui s'alourdit d'année en année. On connaît bien l'accroissement des lois. On simplifie pas grand-chose. On ajoute de la sophistication en permanence. Puis après, eh bien, on a la nécessité d'accroître l'offre de service sur la fin du cycle de vie. Je pense aux services, au MCO, à la disponibilité des produits, voire à la vente de produits à l'usage. Viennent des petites choses plus récentes, comme les pénuries de composants, l'instabilité géopolitique, le prix de l'énergie, les élections, etc. Donc ça fait la complexité du contexte et les deux font un truc exponentiel. Donc ça, la partie du haut était classique. Ce qui est un peu nouveau, c'est peut-être les contraintes géopolitiques. Et pourtant, malgré tout ça, les temps de développement produit se raccourcissent. L'automobile, maintenant, le challenge, le défi pour notamment les constructeurs occidentaux, c'est de rattraper les Chinois qui font des véhicules électriques en 24 mois maintenant. Donc, au point que des grands constructeurs maintenant travaillent avec les Chinois pour comprendre comment ils font. Et on passe maintenant d'un time to market de, disons, 4 ans avec allez, maximum 3 ans. Maintenant, le challenge, c'est 24 mois. CPG est aussi, on a des, alors là c'est très vaste, très différencié selon les produits, mais on voit des time to market très courts. Aérospace, bouge moins à cause des contraintes, sauf dans certains domaines comme les drones, etc. Et on voit donc une accélération des temps de développement produit, notamment aussi dans le fast fashion, par exemple. Et ça touche un peu tous les secteurs. Et donc, ça renforce l'aspect délai qu'on a vu tout à l'heure dans la complexité produit. Alors, pour autant, l'ingénierie, j'aime bien ce slide, je vous avoue, qui date du début où je commençais à parler de Lean, c'est-à-dire une bonne quinzaine d'années. Quand on est en supply chain, quand il y a des problèmes, on les voit assez facilement. Quand vous avez un entrepôt qui est vide, on voit qu'il est vide. Quand il est tout tassé, ça se voit. Quand la chaîne est encombrée n'importe comment, comme cette magnifique usine de cercueils, et bien là, on se dit waouh, le problème, là, c'est visible. Et il y a du muri, mura, comme disent les Japonais, donc gaspillage, surcharge, variabilité imprévue. Là, on voit bien, si on empile les cercueils les uns sur les autres, c'est que là, il y a des à-coups dans la charge. Alors, quand vous voyez un joli petit bureau d'études, alors je sais que maintenant il y a de plus en plus de télétravail, n'empêche que si vous prenez un open space de type ingénierie, bureau d'études, recherche, etc., bah, ça ne se voit pas comme ça tout de suite. Où sont les Moudas, les Mouri et les Mouras? Donc, c'est pour ça on s'est posé la question de la performance d'ingénierie. Alors, il y a quelques grilles qui existent. Peut-être je vais vous parler un petit peu de celles qu'on utilisait une quinzaine d'années pour se comparer à Toyota. Et la productivité de l'ingénierie était beaucoup plus forte chez Toyota, elle était entourée de bleu.
Et ce qu'on voyait, disons, il y a une dizaine d'années, ça se baladait, c'était les losanges avec des petites marges de progression à gauche à droite. Donc, on voyait quand même des écarts très importants entre le Toyota Engineering System, je ne parle pas du Production System, mais de l'engineering, le partage de connaissances entre projets, ce qui n'est pas le reuse, c'est vraiment le partage, c'est-à-dire capitaliser et partager les connaissances entre projets. Les modifications tardives qui venaient mettre le bazar. Et après, ben, est-ce qu'on était à l'heure sur les rendez-vous? Bon, la Toyota était un peu plus proche des standards, mais était quand même meilleure. Et donc après, les gros problèmes de démarrage à l'Indus. Et puis en fait, la variabilité sur le succès des projets, c'est-à-dire est-ce que tous les projets étaient à peu près pareils, ou il y en a qui marchaient très fort, d'autres qui marchaient pas bien. Connaissez l'effet que si on fait un gros coup de projecteur sur un projet, il y a des chances que celui-ci se passe pas mal, mais dans ce cas-là, ça peut être au détriment de quelques autres projets, ce qui n'était pas trop le cas chez Toyota. Alors, on pourrait dire que depuis les losanges, en une dizaine d'années, ont pas mal passé vers la droite. Peut-être que Toyota est un peu moins bon qu'avant, peut-être. Mais il y avait ce graphique interpellait beaucoup. Et après, on s'est posé des questions de comment mesurer entre les processus de conception, la gestion des données produits, par exemple. Est-ce que c'était, si je prends la deuxième ligne, d'Excel, du papier, des serveurs, des répertoires partagés, voilà, un vrai PDM digne de ce nom avec un peu de processus derrière, voire un PLM qui soit déployé, donc qui permette de gérer les données produits de A à Z avec des interfaces avec l'ERP jusqu'à un jumeau numérique qui intègre tout le cycle de vie jusqu'au service inclus. Donc, alors, le temps me manque pour creuser ce type de grille. C'est pour ça que je vais tout de suite vous parler de deux choses. Le paradigme du Lean Engineering, qui bon, date d'une 20-25 ans pour Toyota. On la voit arriver depuis un peu moins d'une vingtaine d'années dans les ingénieries occidentales, notamment à l'époque, Stellantis côté PSA avait été en pointe parce qu'il y avait des coopérations Toyota PSA. Donc PSA avait pu creuser ça un peu avant les autres. Ça s'était un peu répandu dans tous les domaines. Avec un push une poussée assez forte côté automobile, mais après l'aéronautique s'y était mis aussi, donc c'est quelque chose qui maintenant est assez connu, a fait son chemin dans les grandes entreprises. La question c'est est-ce que les PMI arrivent à le faire? Alors voilà quelques aspects typiques de ce qui a changé la donne. Avant, moi je vous avoue que quand j'avais vu ça il y a une bonne douzaine d'années, là j'avais été un peu frappé, notamment par les premières lignes. Donc les décisions de conception, dans le design and test, le truc classique, eh ben, on fait les décisions dès que possible. Le test and design, eh ben, on prend les décisions au plus tard. Ça veut dire quand on a exploité toutes les possibilités, quand on est vraiment contraint, on n'a plus d'autre choix que de décider, alors on décide. On essaie d'accumuler un maximum de savoir et de connaissances pour pouvoir instruire les décisions avec le plus de billes possible. Donc après, sur les itérations de conception, on itère jusqu'à atteindre les exigences. Et donc, alors que dans le test and design, les spécifications convergent avec les décisions de design et de planning, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des degrés de liberté pour faire évoluer les spécifications. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups quand les clients envoient des cahiers des charges, encore que l'expérience montre que quand vous avez un vrai dialogue avec un donneur d'ordre, eh ben, les cahiers des charges peuvent être challengés. Donc, prototypage et test, ça c'était assez typique, excusez-moi pour la faute de frappe. Construire des connaissances d'où proviendront les décisions de conception. On avait avec un des leaders de ce domaine-là, Michael Kennedy, un Américain qui avait étudié Toyota à fond, il utilisait pas mal l'exemple des frères Wright qui, pour faire le premier, bon, les Français savent bien que c'est Clément Ader, un Français qui a fait le premier plus lourd que l'air qui a volé. Bon, maintenant, c'est le premier avion digne de ce nom qui pouvait faire plusieurs vols et voler un peu plus haut, etc. C'était quand même les frères Wright. Les frères Wright ont construit énormément de connaissances en faisant plein de petits tests avant d'assembler, de faire leur premier avion qui a marché du premier coup, en fait. Bon, je vous parle de la dernière ligne car je suis vraiment serré par le temps. Voilà. Donc, on peut aussi considérer la capitalisation
qui est un peu le parent pauvre de l'ingénierie de l'ingénierie en général, à la française notamment. C'est on fait des efforts supplémentaires en fin de projet, au mieux à quelques jalons pour capitaliser. Dans le test and design, le paradigme de lean engineering, c'est intégré dedans, c'est câblé, ça fait partie du fonctionnement. C'est même des prérequis aux décisions de conception, ce qui rejoint le test and design de la première ligne, décider au plus tard quand on a suffisamment de bagages. C'est avant de choisir la caméra de recul qui va être utile, eh ben, on a exploré toutes les possibilités, on a fait des abacs et on sait quel est, pour un prix donné, les marges qu'on pourra avoir sur le nombre de mégapixels, le coût, etc., etc. Donc c'est un changement de paradigme quand on va de l'un à l'autre. Alors maintenant, tout ça c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une PMI? Alors là, je vais vous donner un exemple de ce que quand on essaie de dresser un plan complet, quels étaient les axes qu'on pouvait utiliser pour se dire, allez, je vais essayer d'améliorer par le lean mon ingénierie, mes forces d'ingénierie. Bon, je pense en partant du haut, selon les aiguilles d'une montre, la voix du client. Voilà, donc ça c'est, formaliser la voix du client, avec quelque chose de condensé mais de complet. Ceux qui sont en orange sont un peu plus accessibles, j'y passerai un tout petit peu plus de temps. Il y a la résolution de problèmes et le processus apprenant et qui consiste à mettre un A3 pour poser un problème, explorer les pistes, résumer ce qu'on a testé et décider des solutions à adopter. Alors, la boutade des gens de Toyota, c'était OK, un A3, c'est court, hein, ça fait vraiment arriver à mettre tout ça dans un A3, une feuille A3, une double page, c'est dur. Eh ben, si c'est vraiment très dur, bah, faites un A4. Donc, c'était la boutade pour dire que il faut synthétiser, synthétiser. Et je peux vous dire que, j'ai quand même vu, des A3, de concentration de connaissances très pointues qui tenaient dans une double page un peu dense, mais une double page. Celui d'en dessous, les limit curves ou les check sheets, c'est un peu la même idée, c'est d'essayer de capitaliser des connaissances d'ingénierie, notamment en s'appuyant sur les courbes de sensibilité. Vous prenez un paramètre en abscisse, un paramètre en ordonnée, et vous essayez de récupérer technologie par technologie les courbes qui décrivent comment le comportement d'une pièce, d'un appareil, d'un capteur en fonction de ces deux paramètres critiques. C'est que les courbes limites, les courbes de sensibilité. Et puis après donc, bon standardisé, je ne m'attarderai pas. Un qui est très connu, normalement très accessible, c'est, la refonte des processus par notamment les méthodes du value stream mapping, consiste à, décortiquer des processus, les analyser avec des sachants qui pourront identifier, en général on fait ça sur des grands murs avec des post-it, physiques ou numériques, des post-it rouges pour ce qui ne va pas, les post-it, verts pour ce qu'il faut conserver, qui marchent bien, des post-it, éventuellement sur, l'aspect système d'information et cetera et puis on refond ça, on met ça à plat et on refait, avec cette méthode de value stream mapping, en remontant le courant, en regardant en partant du résultat qu'on veut obtenir pour éviter d'avoir des livrables intermédiaires qui servent à rien et refondre les processus. Celui du bas, c'est Obeya. Obeya, c'est une grande salle en japonais. C'est mettre sous contrôle visuel la gestion de projet. Les grands projets, il peut y avoir des très grands projets en Obeya. Donc ça, j'ai pu en faire moi dans quasiment tous les secteurs imaginables. Donc faire de la mise en projet visuelle. Et après, bon, vous en avez d'autres un peu plus sophistiqués, la gestion des interfaces critiques, les KIDS, la gestion des événements d'intégration pour, coordonner l'ingénierie. Quelque chose de très solide et très intéressant qui est la conception par alternative, le set-based concurrent engineering et bon, les concept papers qui se rapprochent un peu de la capitalisation avec de la documentation. Donc, j'ai entouré en orange ceux qui me paraissent les plus accessibles si jamais vous avez, pas énormément progressé, ou vous connaissez pas trop ces techniques et que vous voulez démarrer. Bon, si vous êtes déjà, dans les cadors du lean, là, bon, bah, c'est plutôt, le set based, qui peut être intéressant. Regardez aussi, la notion de KIDS,
de prendre les décisions, de faire un peu en quelque sorte tirer le fil, la supply chain des décisions, enfin les rétro-planning des décisions les mieux instruites possibles, en fonction notamment des arbitrages qui doivent être faits, des trade-offs qui eux-mêmes s'appuient sur ces éléments, limit curve, check sheets, etc. Voilà, donc j'ai bien conscience de survoler ça à une vitesse un peu rapide. Ces leviers, donc diagnostiquer, digitaliser les cercles produits, sécuriser les compétences pilotées par la donnée, avancer par étapes pilotes. C'est là où on retrouve les éléments du lean. Et pour faire ma petite synthèse de finale, sur ces menaces convergentes, talent, digital, impact géostratégique, réglementation, time to market, on peut à ce moment-là se faire un diagnostic à coup de matrice de maturité pour dimension par dimension se dire où est-ce que je suis fort, où est-ce que je suis moins fort, et après donc trouver des différents leviers. Bon, j'ai brossé ceux du lean engineering, il y a ceux du digital et de l'intelligence artificielle qu'on pourrait creuser, mais dans une autre séance. Et après, bon, je vais collecter pour l'exemple une demi-douzaine de cas industriels récents qu'on peut trouver grâce à quelques IA qui montrent qu'un diagnostic suivi d'actions ciblées peut avoir des résultats mesurables. Alors, 1, 2 ans, moi je dirais plutôt 2, 3 ans minimum. Donc, au besoin, il faut faire un diagnostic flash, ou faites-le vous-même avec votre comité de direction, afin de positionner votre ingénierie. Voilà, donc j'ai tenu mon quart d'heure, ah non, pas tout à fait, j'ai débordé un petit peu du quart d'heure. Maintenant, si j'ai bien compris la règle du jeu, Christophe, hein, c'est le temps des questions. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que toi, tu peux, parce que moi, je n'arrive pas à mettre en fonctionnement conversation. En fait, Teams me bloque, je ne sais pas ce qui lui arrive. Est-ce que toi, tu peux avoir conversation ou pas? Parce que les questions doivent être dans la conversation. C'est le... Et bah là, je partage mon écran où ça doit pouvoir se voir. Non, en Euh, fait, c'est au-dessus. le- pardon. Dans les icônes qui sont au-dessus, tu as séparé, conversation, tu as une petite bulle. Puis après, il y a questions et réponses, lever la main et ainsi de suite. Est-ce que tu arrives à mettre en fonctionnement conversation? Parce que moi, quand je clique dessus, ça marche pas. Votre option de conversation, rechercher marqué comme. Alors, Jérôme dit ça fonctionne. Oui, mais ça fonctionne, mais moi, je les vois pas en fait. C'est-à-dire, je vois arriver la bulle, mais je vois pas. J'arrive pas. D'habitude, j'ai une colonne avec les conversations et là, je les ai pas. Et j'ai beau cliquer désespérément sur conversation, ça le fait pas. Ça te, tu arrives à manœuvrer Moi, je vois le chat. Ah bah voilà, bah donc toi, tu vois le chat. Bah, c'est très bien. Et pour Donc du l'instant, je coup, vois que Jérôme a dit ça fonctionne. d'accord, très bien. Bah, toi, tu vois le chat, moi, je le vois pas. Donc je dois avoir un pépin chez moi. Donc du coup, tu répondras aux questions. Alors, moi, j'ai une première question, le temps que nos participants là t'envoient des questions. Euh, Est-ce que c'est si appliqué que ça, le lean engineering? Parce que moi, ce qui me surprend, c'est que j'en étais resté, mais ça fait longtemps, au fait que les voitures étaient effectivement développées en 2 ans en Occident, hein, suite à l'offensive des Japonais des années 80-90. Donc, si maintenant on est à 4 ans, ça veut dire qu'on a régressé. Ah non, non, alors bon, pour avoir un peu suivi ça Ouais. chez disons, deux constructeurs, bon, mais j'ai pas mais d'avoir un petit peu benchmarké ça, on était, il y a 10-15 ans, c'était 4 ans, on passait à 3 ans, enfin après, à plus ou moins 1, 2, 3 mois, 3 ans, c'était déjà des gros challenges. À chaque fois, gagner 1 ou 2 mois, c'était refondre un processus global, descendre ça sur toutes les strates avec des milliers de personnes concernées. Et c'était à chaque fois les schémas opérationnels de développement et les gros plannings, c'était des choses très critiques et très challengées. Et notamment, par exemple, quand est-ce qu'on fige le style avant de lancer les outillages, par exemple, les gros jalons comme ça. C'était, il n'y a pas si longtemps que ça, le challenge était passé à 3 ans. Ça faisait quelques années que c'était à 3 ans. Puis là, il y a les Japonais qui déboulent avec des trucs en 24 mois.
et il faut multiplier les modèles. Bon, Mm. alors après, on peut toujours dire, ouais, c'est des véhicules électriques, c'est un peu plus simple, etc. Il y a le fait de démarrer from scratch avec moins d'architecture et moins de peut-être de contraintes, moins de reuse ou moins de véhicules dans la rue dont il faut gérer la compatibilité, etc., etc. Plein d'excuses comme ça, mais n'empêche que maintenant le challenge qui vient des Chinois, c'est 24 mois. Et ça vient pas de l'Occident, hein. Non, mais est-ce que vraiment le lean engineering est appliqué? Parce que en fait, ce que tu dis sur les défauts, je commence par faire le design et puis je teste ensuite, c'est ce qu'on fait. Je veux dire, on commence pas comme dans ton système, test and design, quoi. Bah, C'est-à-dire, est-ce que ouais, même les bon, grandes entreprises, est-ce qu'elles appliquent le lean engineering finalement? alors, tout à l'heure, j'ai dit que, enfin, c'était quand même, ça avait quand même pas mal percolé il y a maintenant pratiquement une quinzaine d'années par PSA, parce que PSA avait été en pointe avec des collaborations avec Toyota, et aussi bon, avait inquiété, avait regardé et avait lancé des choses. Enfin, moi, je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, il faisait déjà pas mal de choses là-dessus. Après, bon, arrivé sur, je sais pas, je saurais pas dire encore moins maintenant chez Stellantis ou chez Renault ou chez les autres constructeurs ou les constructeurs allemands, etc., à quel point ils ont fait percoler jusqu'au bureau d'études le test and design, etc. Mais en tout cas, les OBEA, par exemple, il y a des pratiques qui sont absolument courantes et absolument presque, je dirais, banalisées dans certains secteurs. Dans l'aéronautique, il y a pas mal de choses qui ont été faites chez les grands, les Tier 1 les OEM. Les, les premiers projets d'OBEA que j'ai fait dans l'aéronautique, sans citer les noms, c'était il y a une bonne plus de 12 ans, hein, pas loin de 15 ans en fait, hein. Donc sur des projets, même avec des projets un peu complexes, hein. Et il y a des OBEA digitales qui ont été menés d'un certain nombre de ces groupes-là. L'avantage de l'OBEA digital, c'est que vous pouvez avoir des équipes sur des sites distants géographiquement, voire dans d'autres pays. Voilà. On avait une équipe satellite avec des gens à Rome, des gens à Toulouse, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui existent depuis un bout de temps déjà. Et le value stream mapping, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Ça, j'en ai trouvé un petit peu partout. Après, si on dit c'est de la bonne vieille réingénierie de process, d'accord. Il faut déjà pouvoir faire de la réingénierie de process. Ensuite, il faut avoir des idées comment le faire, un peu d'expérience. Et il y a des méthodes. Je l'ai dit tout à l'heure très rapidement qu'on partait de résultats pour remonter à la source, histoire d'éviter de produire des livrables intermédiaires qui sont appelés par personne en fait, ou très peu appelés, quoi. Donc c'est pour ça que on peut considérer que beaucoup des techniques de base du Lean sont appliquées un peu partout. Et quand je dis un peu partout, ben moi j'ai pu témoigner moi-même énergie, constructeur, tier 1 automobile, constructeur aéro, tier 1 aéro, tier 2 aéro, un peu d'énergie fluide. Après, bon, les secteurs dits émergents, par exemple, je connais moins, par exemple, ce qui a été développé du côté du luxe, par exemple. Euh, alors après, peut-être que je peux laisser. Alors, je vois que Jérôme a fait un commentaire. Je me critique souvent un ou deux fournisseurs à long cycle, des cycles parfois de 12 mois et plus. Comment arrive-t-on à réduire le time to market et les aprolongs avec le lean engineering et la connexion avec les fournisseurs? Alors effectivement, hein, quand on dit OK, je vais réduire les délais fortement, il y a des incontournables qui arrivent, c'est par exemple effectivement les prolongés délais. Voilà. C'est un bon exemple de se dire si j'ai un fournisseur qui a un cycle d'appro de 12 mois, et fatalement j'aurai 12 mois plus le temps pour moi de lui spécifier ce que je veux, quoi. Donc après, sur ces choses-là, c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant sans vraiment que ça s'appelle Lean. C'est ouvrir un dialogue avec les fournisseurs. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien parce qu'il illustre un peu ça. C'était des pompes de pression très longues avec des appros très longs délais. Et en fait, la discussion a consisté pour réduire les appros très longs délais à vraiment ouvrir, mettre sur la table avec eux
qu'est-ce que c'est qui leur causait des délais? Et on s'est rendu compte que sur ces pompes haute pression, c'était des carénages spécifiques. Les carénages étaient longs, il fallait, eux-mêmes des usinages particuliers, et il fallait qu'ils approvisionnent eux-mêmes, les moteurs et cetera. Donc la résolution, il y avait 2 axes de résolution, c'était passer des commandes sur, des précommandes sur les moteurs et tout ce qui permettait au fournisseur, lui, de réduire son propre chemin critique, et ensuite après voir dans quelle mesure on pouvait pas, sortir du design de la pompe les particularités pour avoir des pompes plus standards, et après, ben, faire, des morceaux de carénage extérieur qui seraient, approvisionnés, autrement. Donc pour résumer, le dialogue avec le fournisseur, c'est l'arme, hein, c'est la première arme, bon, qui résout pas tout, mais c'est ce que je pourrais répondre à Jérôme. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre Alors, question? il y a une question de Vincent: «Lorsque j'applique cela dans l'aéro, tout le monde a peur». Ça, c'est sûr, mais on impose cette méthode car ça permet d'aller plus vite. Ça, c'est sûr aussi. Donc, voilà, on essaie de livrer dans l'aéro tous les mois le value mapping, et là, c'est vrai que, quand on un des problèmes du lean, c'est le changement de paradigme, et d'ailleurs un des problèmes de passer de 36 mois à 24 mois aussi, dans l'automobile, c'est de se dire, tout ce qu'on sait qui va être, qui était réputé infaisable. Le test and design, des frères Wright, c'était quand même quelque chose d'un peu culotté, quoi. C'était, je prends, 4 ou 5 types d'hélices, je les fais tourner de 50 façons, je fais des graphes avec la technologie de l'époque, c'est-à-dire des papiers, presque la plume doigt, et après, je fais mes petits graphiques, j'en fais une liasse, et je fais pareil, pour les moteurs, pour les machins, pour les trucs, pour les cadres, et voilà, et quand j'ai fait, mes 20 liasses de 20 composants clés, je fais mes choix les uns en fonction des autres. Et à ce moment-là, je dis: «Bah, voilà, il va falloir une hélice en bois comme ça, il va falloir un truc comme ça», et j'assemble tout et hop, et ça marche. Bon, c'est l'exemple est un peu emblématique, mais c'est, des choses, où qui étaient, il y a du contre-intuitif, comme je dis là-dedans, hein. Alors je vois que Vincent est en train d'écrire. Parce que Heu, oui. le problème, c'est que ça peut ne pas marcher quand on assemble tout. C'est-à-dire que si on teste des composants. Ouais, mais oui, alors tu as raison, mais c'est justement là où, ce qui est important, c'est que, d dans la façon de construire l'information, tu gères des marges et des paramètres, entre les différents composants que tu vas assembler. Alors il y Mmh, a la gestion des interfaces, je l'ai à peine effleuré, c'est les Key Interface Data, les KIDS, mais mmh, aussi, par exemple, je suppose que tu veuilles embarquer, embarquer un radar dans un équipement. Ce radar, tu dois tester, sa masse, son autonomie, son nombre de pixels, sa taille, son poids, son coût. Tu vas te dire là-dedans, il y a c'est quoi les c'est disons, il y a 4 paramètres, et après tu vas te dire: «Bon, il y en a 2 qui sont finalement hyper critiques, ça va être, la masse et le coût», par exemple. mmh. Et dans ce cas-là, après, tu vas te dire, tu sauras que tu as 4 solutions, et tu peux avoir des abacs, entre la masse et le coût en fonction de la technologie 1, technologie 2, technologie Mmh. 3. Donc tu as Mmh. 4 courbes, 4 graphes, Mmh. et si tu prends l'un par rapport à l'autre, tu sauras, où est ta marge. Par exemple, si je prends D'accord. celui-là, OK, bah, c'est plus léger, mais c'est plus cher. Bon, Mmh. voilà, donc Ah, on a perdu Denis. Hop. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a perdu Denis. Donc, comme il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on s'arrête là. Voilà, merci à tous et à bientôt. allô, allô? Ah, je t'avais, Ouais, ouais. Il y a eu une petite coupure, de réseau, je sais pas si c'est toujours bon? bon, OK. bah, oui, Ouais, a priori, j'avais cliqué sur fin de l'événement, mais ça n'a pas marché, quoi. Donc, du coup, on est toujours en ligne. Donc, tu peux terminer ton. Décidément, on aura eu des problèmes avec Teams aujourd'hui. oui. Et donc, tu peux terminer, donc, ce que tu disais. Oui, j'ai dit que quand tu gères, soigneusement les Mm. interfaces par la connaissance, hein, et Mm. ben, tu peux te dire: «OK, bah, si j'assemble ça et ça, je sais que j'aurai de la marge sur le coût ou sur la masse ou et cetera». Donc je peux gérer, des aléas, des trucs qui vont pas. Bon, évidemment, après, dans un produit un peu complexe, ça se fait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire